Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Elmi Chekir. Bonjour Elmi. Bonjour Serena. Donc Elmi, tu es doctorant à l'université Paris 7 et tu travailles sur la didactique de la physique. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui est le développement des premières équations d'état des gaz. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux nous rappeler la définition d'une équation d'état en thermodynamique ? En thermodynamique, ou plus généralement, on définit une équation d'état comme une relation qui existe entre différents paramètres qui caractérisent l'état d'un système. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'une équation d'état, ce n'est pas propre à la thermodynamique. Par exemple, l'équation qui relie la force à l'allongement d'un ressort, F égale Kx, la loi de Hooke, ça peut être vu comme une équation d'état. La loi d'Ohm, U égale RI, peut être également vue comme une équation d'état. La première équation d'état qu'on apprend dans le cadre de l'enseignement de la thermodynamique est l'équation des gaz parfaits. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de comment elle s'est développée ? Alors, l'équation d'état des gaz parfaits, comme on nous l'enseigne actuellement, eh bien, on nous l'enseigne sous la forme PV égale nRT, où P représente la pression, V le volume, N le nombre de moles du gaz, R une constante et T la température. Enfin, l'équation s'est formalisée de cette manière-là très tardivement. Je ne pourrais pas relater exactement toutes les étapes qui ont conduit à la formalisation de cette équation, mais ce qui est sûr, c'est que certains résultats expérimentaux y ont fortement contribué. La première expérience que j'ai envie de relater, c'est celle qui a été menée à la fin du XVIIe siècle par Boyle et indépendamment Mariotte. Mariotte prend un tube et le remplit avec une certaine quantité de mercure, mais pas en entier. On a du mercure et de l'air qui surplombe. Ensuite, il bouche le tube, le renverse dans une cuve remplie de mercure, et il enlève le doigt. Si j'enlève le doigt, l'air remonte dans le tube, et ce qu'on a, c'est du mercure dans la cuve, du mercure dans le tube et de l'air au-dessus. Donc la mesure de pression du gaz ici est fondée sur le même principe que le baromètre de Torricelli. On relie cette pression à une différence de hauteur du mercure. La différence de hauteur entre la surface du mercure dans la cuve et la surface du mercure dans le tube, cette différence de hauteur, elle est reliée directement à la pression du gaz. Il existe une relation qu'on apprend en hydrostatique et qui était connue à l'époque. Et il va mesurer pour chaque expérience la pression et le volume. Ce qu'il observe, c'est que la pression du gaz multipliée par le volume, c'est une constante. Lorsque je fixe la température, la pression et le volume varient inversement proportionnellement l'un à l'autre. Formellement, ça s'écrit pression fois volume égale constante. Et c'est comme ça qu'on a retenu le résultat de ces expériences. Ça, c'est la première expérience qui a eu lieu au XVIIe siècle. La seconde, la seconde dont je vais brièvement relater les résultats, c'est celle conduite, là encore, indépendamment par Gay-Lussac et par Dalton. Gay-Lussac prend un certain volume de gaz et dont il ajuste la pression. Il fait en sorte que la pression du gaz reste toujours la même. Par contre, son volume peut varier. Il plonge ce volume de gaz dans un récipient d'eau, rempli d'eau avec des glaçons. Donc, sachant qu'on a un équilibre entre glace et eau, la température est à 0 degré. Il plonge ce volume dans un bac à 0 degré et mesure le volume du gaz. Ensuite, il fait la même chose dans un récipient d'eau bouillante, à 100 degrés. Comme on l'a relaté déjà dans le cas de la thermométrie, le gaz prend plus de place, il se dilate, puisque sa pression reste la même. Donc, il observe que le gaz gagne 37% de volume. Et son résultat principal, c'est d'observer que pour de nombreux gaz, en tout cas il fait cette expérience pour toute une palette de gaz, et l'augmentation de volume, elle est toujours de 37%. Donc, visiblement, tous les gaz se dilatent de la même manière. Ça, c'est l'expérience de Gay-Lussac et Dalton. D'accord. Donc les scientifiques de l'époque, du XVIIe au XIXe siècle, observent en fait un comportement qui semble universel à tous les gaz, ou à une grande... Exactement. Quelle que soit la nature du gaz Exactement. étudié. À quel moment est-ce qu'on s'est rendu compte que l'équation des gaz parfaits pouvait avoir des limites ? Alors, l'équation des gaz parfaits, pendant un moment, comme je l'ai dit, on a pensé qu'elle décrivait l'ensemble du comportement, tous les comportements des gaz. Et
À quel moment on s'est rendu compte qu'elle ne décrivait pas précisément le comportement des gaz? En fait, quand la précision dans les mesures a augmenté. Là encore, je vais citer le mémoire d'Henri-Victor Regnault. Regnault, dans son mémoire qu'il publie en 1847, reprend les expériences de Mariotte, de Dalton, de Gay-Lussac, et on va dire mène ces expériences avec beaucoup plus de précision que lorsqu'elles ont été conduites pour la première fois. Typiquement, pour l'expérience de Boyle et Mariotte, Regnault mesure à température fixée la pression et le volume d'un gaz. A priori, si la température est fixée, le résultat de Mariotte, c'est de dire le produit PV est une constante. Il mesure PV pour deux températures, il fait le rapport de ces deux grandeurs et il observe, enfin il mesure quelque chose qui s'écarte significativement de 1. Conclusion, les gaz ne suivent pas exactement la loi de Boyle et Mariotte. Il fait la même chose dans le cas de la loi de Gay-Lussac et Dalton. Il conclut la même chose, l'augmentation du volume n'est pas de 37% pour tous les gaz. En fait, quand on change de gaz, on a une augmentation qui est différente. Donc à partir de ces constatations expérimentales, comment est-ce que la théorie répond au XIXe siècle? Moi, là, j'ai parlé du travail de Regnault. Le travail de Regnault, il est principalement expérimental et antithéorique. Ce que Regnault fait finalement dans son mémoire, c'est déconstruire les lois qu'on pensait correctes à l'époque. Ce qu'il dit, son message principal, c'est de dire les lois théoriques que vous pensez générales et universelles, en réalité, elles ne le sont pas, c'est juste que vos mesures n'étaient pas assez précises. Mais d'autres travaux, je pense notamment à ceux de Thomas Andrews, mettent en évidence des comportements plus fins. Alors je vais décrire rapidement les résultats de Thomas Andrews. Ce que fait Andrews, c'est qu'il prend une certaine quantité de dioxyde de carbone dont il fixe la température. Donc dans une expérience, il fixe la température. Et ensuite, il modifie, par exemple, il diminue, comprime le gaz, il modifie son volume. Et il va mesurer la pression. À température fixée, on a donc tout un ensemble de points avec pression et volume, et ces points, il va les représenter dans un diagramme pression-volume. Ce qu'il obtient, c'est ce qu'on appelle une isotherme, une courbe isotherme. C'est l'ensemble des points décrits par le gaz à température fixée. Et son résultat est assez surprenant parce que pour les températures assez faibles, on va dire, il observe la chose suivante. Pour des volumes, si on commence par exemple avec un certain volume de gaz, qu'on commence à comprimer le volume, eh bien, à un moment, le gaz va se liquéfier. Et ça, ce phénomène de liquéfaction, à partir du moment où on a équilibre entre la phase gazeuse et la phase liquide, eh bien, la pression de cet ensemble reste la même. C'est-à-dire que sur ces courbes, ce qu'il va observer, c'est un palier. Pendant un moment, le volume diminue, la pression augmente, et puis quand le phénomène de liquéfaction arrive, on observe un palier. Et quand le gaz est totalement liquéfié, là, la pression va continuer à augmenter. Donc pour toute une gamme de températures, je parlais de basse température, il trace différents isothermes qui présentent un palier. A l'inverse, pour des températures élevées, eh bien, Andrews a beau comprimer le gaz, il n'observe pas de changement d'état particulier à un moment. C'est-à-dire qu'à aucun moment il va observer une phase liquide et une phase gazeuse. À aucun moment il va observer d'interface entre ces deux phases. Ça, c'est pour les températures élevées. Et entre les deux, il mentionne l'existence d'une température particulière qui fait la transition entre ces deux régimes avec palier et sans palier. Et il appelle cette température la température critique. En fait, ce que remarque Andrews, c'est qu'on peut passer, pour des températures au-delà de la température critique, on peut passer continuellement, c'est-à-dire sans le voir, de la phase gazeuse à la phase liquide. Sans le voir, c'est-à-dire sans apparition d'un palier ou d'un interface entre la phase gazeuse et la phase liquide. Voilà, donc ça c'est un deuxième résultat expérimental qui
concernant le comportement des fluides, donc des gaz et des liquides, et le fait qu'il y a un lien assez continu entre ces deux phases. Donc ça, l'expérience d'Andrews, ça contribue à montrer que finalement l'équation des gaz parfaits n'est pas capable de représenter le comportement des gaz sur tous les domaines de température, pression. Donc en fait, on a besoin d'une amélioration de cette équation ou d'une nouvelle équation pour pouvoir représenter ces comportements. Exactement, parce qu'à cette époque-là, on écrivait, je vous ai dit tout à l'heure, que l'équation des gaz parfaits, actuellement, on l'écrit sous la forme PV égale nRT. À cette époque, on parlait d'équation d'état des gaz parfaits et on l'écrivait sous la forme PV égale une constante fois T. Et si je fixe la température dans cette équation, j'obtiens PV égale constante. Et donc la pression doit varier comme l'inverse du volume. Ça, dans un graphique, si on représente graphiquement cette forme d'équation, on obtient ce qu'on appelle une hyperbole, c'est-à-dire une courbe dans un diagramme pression-volume qui décroît. Mais on n'observe pas de palier. Cette courbe-là, c'est une hyperbole simple. Donc effectivement, formellement, l'équation PV égale nRT ne permet pas de retrouver les résultats d'Andrews. Il faut la modifier ou en inventer une autre. Et à ce moment-là, plusieurs tentatives d'amélioration de cette équation sont proposées. Je pense par exemple aux travaux de Hirn. Hirn propose une modification de l'équation basée sur des considérations atomiques. Il faut savoir que là actuellement on a une vision de la matière en termes d'atomes qu'on enseigne assez rapidement et on va dire qui n'est pas remise en question. On va dire qu'il n'y a pas de débat sur le fait que les atomes existent ou pas. À cette époque-là, justement, au XIXe siècle, il y avait tout un débat entre les partisans de la théorie atomique et les partisans d'une théorie énergétique. Tout ça pour dire que les idées atomiques, elles sont assez nouvelles à ce moment-là. Elles se développent et avec la théorie cinétique des gaz, typiquement. Et on va de plus en plus utiliser cette théorie atomique pour interpréter ou proposer des modifications de modèles. Donc, pour revenir sur les travaux de Hirn, Hirn part de l'équation PV est proportionnelle à la température pour dire, compte tenu du fait que les particules s'attirent mutuellement, il faut ajouter un terme à la pression. Il appelle ce terme pression interne. Et compte tenu du fait que les particules ont une taille, et donc qu'elles ne peuvent pas occuper, en réalité qu'elles n'occupent pas le volume du contenant dans lequel elles sont placées, puisqu'il faut retrancher à ce volume leur volume, quelque chose ou une certaine quantité liée à leur volume propre, eh bien, il choisit de retrancher un terme au volume dans l'équation des gaz parfaits. Résultat, sur des considérations atomiques, Hirn propose une équation de la forme P plus une certaine quantité de pression interne, fois volume moins une certaine quantité est égal à une constante fois la température. Mais il ne donne pas de forme précise pour l'expression de la pression interne et l'expression du volume propre, ou du covolume, comme on l'appelle actuellement. Il faudra attendre, en fait plusieurs équations sont proposées à ce moment-là. Mais là je vais parler de l'équation proposée par Van der Waals, parce que ce que fait Van der Waals en 1873, c'est donner une forme explicite à ces deux termes, pression interne et volume propre. Là encore basé sur des considérations atomiques. Ce qui est assez impressionnant avec l'équation de Van der Waals, c'est que la forme donnée au terme de pression interne et de volume propre permet de retrouver les résultats expérimentaux observés par Andrews et d'autres. Notamment l'existence d'une transition de phase entre l'état gazeux et l'état liquide. Je parlais tout à l'heure de l'existence d'un palier pour certaines températures. L'existence également d'un point critique. Ça, on peut le retrouver à l'aide de l'équation de Van der Waals. Et c'est intéressant de comprendre que même si l'adéquation avec l'expérience est plus fine, elle n'est pas du tout parfaite. Si on calcule précisément les paramètres critiques à l'aide de l'équation de Van der Waals et qu'on compare ça aux paramètres expérimentaux, aux données expérimentales, on ne tombe pas du tout sur la même chose. Donc quantitativement, l'équation de Van der Waals, elle est très peu prédictive. Mais là où c'est extrêmement intéressant, et c'est aussi pour ça qu'il a reçu un prix Nobel quelques dizaines d'années plus tard, c'est que cette équation permet de, comme je l'ai dit, retrouver
toute une phénoménologie qui n'existait pas dans l'équation des gaz parfaits. Dans l'équation des gaz parfaits, ce qu'on pouvait retrouver, c'est juste qu'en fixant la température, une baisse de volume conduisait à une augmentation de pression, enfin s'accompagnait d'une augmentation de pression. Avec l'équation van der Waals, on va plus loin. On retrouve formellement, par le calcul, l'existence d'un point critique. On retrouve cette continuité entre l'état gazeux et l'état liquide. C'est-à-dire qu'une seule équation décrit le comportement des gaz et le comportement des liquides, et comment on passe de l'un à l'autre. Donc, est-ce qu'on peut dire finalement que l'équation des gaz parfaits est moins juste que l'équation de van der Waals? Personnellement, je n'emploierais pas le terme juste. Je dirais que l'équation de van der Waals permet des prédictions plus en accord avec l'expérience. On va dire que l'adéquation entre théorie et expérience dans le cadre de l'équation de van der Waals est plus fine. Je ne dirais pas qu'elle est plus juste pour autant. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser quand même l'équation des gaz parfaits, même si elle n'est pas capable du tout de représenter le comportement des gaz, comme on l'a vu? Je pense que cette question, elle est pas propre à la thermodynamique, elle s'applique aussi à beaucoup d'autres domaines en physique. On peut se demander pourquoi on continue à utiliser les lois de Newton alors que les lois d'Einstein sont plus précises, les lois de la relativité restreinte sont plus précises. On peut se demander pourquoi on continue à étudier de l'électrocinétique ou de l'optique géométrique alors que l'électromagnétisme permet des prédictions et un formalisme plus puissant. Moi, je pense que ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Concernant l'équation des gaz parfaits, dans un certain domaine de validité, cette équation, compte tenu de ce que l'on souhaite comme précision, cette équation permet de décrire plus ou moins correctement le comportement des gaz. Si l'on a envie d'avoir une précision plus grande sur certains phénomènes, alors cette équation ne sera pas suffisante. Mais ce qu'il ne faut pas oublier en physique, c'est que toutes les équations que l'on utilise, elles ont un certain domaine de validité. Et ce qui est important, c'est de préciser pour chaque équation quel est son domaine de validité à l'intérieur duquel il est légitime d'utiliser cette équation. Donc, bien sûr que le domaine de validité de toute équation est restreint. Alors après, voilà, personnellement, pourquoi je pense qu'on continue à utiliser l'équation des gaz parfaits? Là, j'ai donné une première réponse qui est d'ordre physique. On pourrait se dire pourquoi on continue à enseigner cette équation, pourquoi elle a une place aussi primordiale en physique. Moi, je peux apporter des tentatives de réponse, mais là, je donne vraiment mon avis personnel. En thermodynamique, l'équation des gaz parfaits a une propriété particulière que la plupart des équations d'état ne vérifient pas. On peut montrer que si une substance vérifie PV égale nRT, alors son énergie interne ne dépend que de la température, et pas de la température et du volume, ou de la température et de la pression, comme dans le cas général. Ça, c'est une propriété formelle de l'équation PV égale nRT. Et donc, introduire au début cette équation d'état, ça permet aussi de faire des calculs formellement moins complexes. On n'a pas besoin d'introduire directement la notion de dérivée partielle et de les manipuler. On peut juste se contenter de simples dérivées, puisque la fonction énergie interne ne dépend que d'une seule variable et pas de deux. Ça, c'est une autre raison. Une raison qui fait un peu écho à ce qu'on a dit sur le travail de van der Waals, c'est que c'est aussi une équation qui finalement permet de réfléchir sur l'activité de modélisation. C'est une équation pour laquelle on peut précisément donner le domaine de validité et que l'on sait modifier. Donc, modifier, comme on a vu par exemple avec la tentative de van der Waals, modifier en vue d'une meilleure adéquation avec l'expérience. C'est une équation qui se prête bien au jeu de modélisation. Elle permet des améliorations formelles dont on peut, on va dire, étudier les propriétés et les conséquences sur un plan théorique expérimental. On peut jouer avec cette équation. Voilà, donc là, ce sont vraiment que des réflexions personnelles sur le sujet. D'accord. Merci beaucoup du coup pour ces éléments. Donc vous pourrez retrouver une bibliographie attachée à cette vidéo. Nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le thème cette fois-ci du développement du second principe de la thermodynamique. À très bientôt!